Bonjour à tout le monde. Alors on va parler effectivement d'adressabilité à l'heure du cookie-less. C'est un sujet évidemment qui est traité dans ce guide, mais on va démarrer peut-être par un petit tour de présentation. Arnaud, qu'est-ce que vous faites chez Cyrdata et quelle est l'activité de Cyrdata ? Alors bonjour Jérôme et bonjour à tous. Arnaud Sirjac, je travaille chez Cyrdata, donc un spécialiste de l'adressabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre métier, c'est de mettre à disposition des audiences pour améliorer le ciblage et les performances des campagnes publicitaires de nos clients, donc les agences médias, les annonceurs et les régies publicitaires. Et ces audiences-là, on va pouvoir les mettre à disposition, quel que soit l'environnement technique, technologique et réglementaire. Donc, est-ce que je suis avec un utilisateur sur lequel j'ai un cookie ou non? Est-ce que j'ai le consentement de l'utilisateur ou non? Et quelle que soit la réponse, on est capable de fournir un ciblage. Un ciblage utilisateur avec un cookie, un ciblage utilisateur cookie-less, donc basé sur l'identité, ou un ciblage contextuel qui est cookie-less by design. Oui, je voulais juste compléter en disant qu'en parallèle, effectivement, depuis 2 ans, je co-leadais le groupe de travail contextuel au sein de la task force cookie-less, piloté par Augustin. Et cette année, je copilote avec Paul le groupe de travail sur l'adressabilité. Très bien. À ta droite, Julien Delomo, bonjour, qui travaille chez Xandr. Est-ce qu'également tu peux présenter Xandr et puis ton oui, bien sûr. au sein de cette société? Donc Xandr, c'est anciennement AppNexus. C'est un vendor qui fournit une techno à la fois côté sell-side pour les éditeurs, donc la partie SSP, ad server, et à la fois côté buy-side pour les agences annonceurs, donc la partie DSP, qui a été rachetée récemment par Microsoft l'année dernière. Et donc du coup, on est un acteur qui fournit sur l'ensemble de la chaîne une techno pour faire opérer notamment les achats programmatiques. Et donc depuis 3 ans maintenant, on est assez actif justement sur comment est-ce qu'on fait évoluer cette techno pour accompagner nos clients sur les problématiques donc cookie-less et comme vous l'avez bien dit au début, au-delà du cookie-less sur toutes ces nouvelles initiatives. Et au sein de l'Alliance Digitale, tu étais un petit peu l'expert sandbox. Oui, alors je ne sais pas si j'ai du mal à m'appeler expert sandbox, mais effectivement, j'ai piloté un petit peu le groupe de travail qui travaillait sur la partie privacy sandbox. Donc j'étais en avant des discussions avec Google, dont parlait Augustin tout à l'heure. Tous les 15 jours, on avait des rendez-vous avec Google. C'est un petit peu plus écarté maintenant, mais on continue à avoir des réunions assez régulières avec eux pour essayer d'avancer, comprendre, mettre en avant, faire remonter en fait les points qu'on peut avoir, nous, qu'on pense qui, dans les propositions qui sont actuellement designées, qui pourraient être problématiques ou autres, pour essayer justement de les faire évoluer. On est écouté d'ailleurs, il y a eu des changements récemment par rapport à des commentaires qu'on avait pu faire remonter. Donc il y a eu un dialogue et on va reparler de la sandbox dans quelques instants. À ta droite, Laurent Nicolas, bonjour. Bonjour. Après avoir révolutionné le concept de viewability, il y a une quinzaine d'années déjà. C'est ça, il y a 15 ans. Nouvelle aventure entrepreneuriale, Implicit, j'espère que je le prononce bien. Implicit, tout à fait. C'est quoi l'activité? Alors Implicit, ça fait un peu la synthèse de mes 25 années d'expérience, puisque en 98, j'ai fait les premiers panels internet en France, une boîte qui s'appelait NetValue, qui a été rachetée par Nielsen, qui équipe maintenant les panels de millimétrie. Et après avoir créé Implicit et donc Alenti, pardon, et inventé la mesure de visibilité et rejoint Xandr suite à l'acquisition. Donc là, on a créé Implicit en 2020, et ça fait un peu cette synthèse. Parce que ma vision, c'est que avec la raréfaction des data utilisateurs, il faut trouver d'autres sources de données pour pouvoir faire du ciblage et derrière faire de la mesure. Et donc l'idée, c'est de prendre, on a un accord avec Médiamétrie, de prendre les données des panels internet de Médiamétrie et de les travailler statistiquement pour aller en programmatique avec une granularité qui n'était pas du tout celle du media planning d'il y a 20 ans, aller faire du ciblage et d'autres choses super intéressantes. Donc on réinvente, c'est exactement ce que tu disais, toute la publicité digitale doit se réinventer, il faut tout réinventer avec des méthodes différentes de ce qui existait avec les cookies et le consentement par avec défaut. Une vraie expertise sur ce qu'on appelle le contextuel. Et donc c'est une méthode contextuelle, exactement, tu fais bien de le préciser, une méthode contextuelle où on va chercher les URL par URL, les environnements les plus affinitaires avec n'importe quelle cible qu'on peut chercher à créer. Alors Augustin, ton activité principale, c'est pas uniquement l'IAB, c'est évidemment Index Exchange. Est-ce que tu peux nous présenter aussi en quelques mots l'activité de ce grand nom aussi de la pub digitale ?
Alors, Index Exchange, c'est une entreprise canadienne. C'est un SSP indépendant. Donc, un SSP, on travaille du côté du supply. Voilà. Et pourquoi on s'est investi dans ce groupe de travail? Parce que, par définition, dans le programmatique, le cookie est un élément important pour transférer de l'information. Et un SSP comme un DSP, on va devoir travailler avec l'ensemble des solutions du marché. Donc, on sera compatible avec toutes les solutions qui ont été présentées dans le guide. Et c'est important d'avoir cette hauteur par rapport à ça. Voilà. Alors on va faire un tour de table sur les technologies. Le guide qui avait introduit cette notion de strate, d'adressabilité, avec cette notion de pyramide. Arnaud, on peut dire que bon, même si le cookie tiers a vocation peut-être à disparaître, il restera des technologies de ciblage individuel, les advertising IDs, les ID tiers et les cookies first. Le ciblage individuel va se poursuivre. Ouais, exactement. Le ciblage utilisateur va se poursuivre, alors de manière différente, parce qu'avec beaucoup plus de diversité. Donc on a, et je pense qu'on y reviendra par ailleurs, on a beaucoup plus de diversité et de solutions existantes pour pallier au cookie tiers, qui était une solution unique que tout le monde pouvait utiliser. Donc sur cette partie des ID, justement, il y a une diversité parce que il y a plusieurs familles d'ID. Donc cette capacité à identifier un utilisateur sans cookie, et il y a une diversité aussi dans la manière dont on va distribuer cette donnée qui est basée sur un identifiant. Donc sur les familles d'ID, on a les identifiants qui sont déterministes. Donc le guide d'ailleurs que vous pouvez télécharger, il explique beaucoup mieux que moi, mais les solutions déterministes, c'est basé sur l'email, c'est basé sur le cookie first, qu'il soit cross-domaine ou non, ou encore ça peut être basé sur un identifiant créé par des télécoms, puisqu'on a vu qu'il y a une initiative TrustPID. TrustPID, ouais. Ouais, exactement, donc avec Vodafone et Orange notamment, qui crée un ID télécom. Donc ces solutions, c'est bien parce que elles sont très précises, c'est du déterministe. Par contre, elles ont parfois un petit peu moins de reach. Il y a les solutions d'ID qui sont probabilistes, où là on se base sur des signaux faibles, type l'adresse IP et des métadonnées, qui permet là par contre d'avoir beaucoup plus de reach, mais une précision un petit peu moindre. Et il y a les solutions hybrides qui vont combiner les deux solutions, donc au travers d'un graph ID, qui vont essayer de trouver le meilleur des deux mondes entre la précision et le reach, en utilisant justement du déterministe et du probabiliste. Est-ce qu'il faut faire le deuil d'un standard comme a pu être le cookie ? Alors oui, clairement, parce que encore une fois, on a une diversité de solutions. Et alors encore là, je parle que des ID, donc il y a aussi derrière le contextuel, il y a des API notamment de Google, etc. Donc oui, il faut faire le deuil du cookie. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer à cibler de l'utilisateur, avoir de la donnée utilisateur qui répond à un certain nombre d'enjeux auxquels ne répondent pas forcément tous les types de ciblage. Mais oui, il faut en faire le deuil. Et même en termes de distribution, j'en parlais, c'est différent de ce qu'on avait avec le cookie. En tout cas, le deuil d'un standard. Il y aura une diversité de technologies. Exactement. Alors après, c'est au marché de se mettre en ordre de marche pour essayer de standardiser au maximum, ou en tout cas d'avoir plus d'interopérabilité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez fragmenté. Et quand je disais sur la distribution, il y a des ID qui ont vocation à être universels, c'est-à-dire ils vont transiter dans tout l'écosystème publicitaire, ils vont être échangés entre les différents acteurs de la chaîne, les SSP, les DSP, les DMP, etc. Et il y a des ID qui vont servir uniquement à identifier, mais qui ne vont pas transiter dans la chaîne. Donc on va, et c'est le cas par exemple du standard Seller Defined Audience, on va pouvoir utiliser l'identifiant pour injecter un ID de segment lié à une impression une bid request sans sortir d'identifiant en fait, et donc ne pas faire transiter d'identifiant utilisateur dans l'écosystème programmatique. Alors parmi les ruptures technologiques, il y a aussi Julien, l'arrivée des API. En tout cas, c'est ce que souhaite faire Google avec la Sandbox. Ça veut dire qu'on gérerait l'identification des individus ou des cohortes au niveau du navigateur web. C'est une nouveauté, ça. Oui, tout à fait. En fait, donc la Price Sandbox, pour remettre dans le contexte, c'est la solution que Google, les équipes Chrome notamment, ont amené à l'époque au moment où elles ont annoncé justement la fin du cookie tiers. Je précise aussi parce que le cookie first va survivre. Exactement, va continuer à survivre. Le cookie tiers, lui, il a déjà à moitié disparu. Et quand je dis à moitié, c'est pas, c'est vraiment 50%. Aujourd'hui, en France, c'est 50% des enchères programmatiques qui n'ont plus d'identifiant web, qui n'ont plus de cookies. Parce qu'on parle de Google et de Chrome, mais effectivement, avant ça, il y avait Firefox et Apple, Firefox, Safari, compliqué la collecte du cookie. Exactement. Il y a Firefox, Safari qui sont déjà des navigateurs importants, même si pas autant que Chrome, qui ont déjà arrêté les cookies tiers depuis plusieurs années. Et en plus de ces navigateurs-là, il y a également aussi tout le contexte légal, RGPD, renforcement d'e-privacy qui est arrivé, qui a réduit en fait la part des identifiants. Donc aujourd'hui, c'est 50%. Donc le cookie tiers, non seulement il faut faire le deuil, mais il est déjà un pied dans la tombe. La Privacy Sandbox, donc, c'est la solution
qu'avait présenté Google à l'époque, où ils ont annoncé justement que eux également, Chrome allait arrêter le support du cookie tiers, donc 2022 à l'époque, et puis maintenant ça a été reporté à 2024. C'est quoi la Privacy Sandbox? En fait, c'est pas une solution, c'est un ensemble de propositions qui sont effectivement basées sur des API navigateurs, c'est-à-dire des nouvelles fonctionnalités du navigateur qui cherchent à remplacer le cookie tiers. Et là où le cookie tiers était une sorte de couteau suisse, c'était juste une base technologique qui d'ailleurs à l'époque n'avait pas du tout été conçue pour soutenir les besoins de la publicité. C'est la publicité qui a adopté le cookie et qui l'a adapté à ses besoins. Et c'était l'avantage du cookie, c'est qu'il était extrêmement flexible dans ce qu'il permettait de faire. C'était aussi a priori son désavantage, puisque du coup on pouvait faire des choses qui n'étaient pas forcément appréciable ou apprécié. C'est la raison pour laquelle les navigateurs ont décidé d'y mettre fin. Et ce que Google propose de faire via la Privacy Sandbox, c'est de le remplacer par des différentes propositions, et cette fois avoir des propositions qui soient beaucoup moins flexibles, beaucoup plus orientées, qui soient vraiment designées dès le début avec les besoins de la publicité en tête. Alors c'est un challenge plus compliqué qu'il ne peut y paraître, ce qui explique certainement les reports. Mais dans la Privacy Sandbox, on va retrouver plusieurs propositions. Les principales, on va avoir maintenant aujourd'hui, ça va être Topics pour tout ce qui est ciblage par centre d'intérêt, Fledge qui va plutôt toucher tout ce qui est retargeting, et on va avoir Attribution Reporting API, ARA, qui elle est plus sur la partie mesure, attribution. Donc dans les trois cas, évidemment, ce sont des API qui vont permettre de faire des requêtes sur les serveurs. Laurent, il y a une API qui va parler de contextuel, Topics dans la sandbox, mais il y a aussi plein d'autres technologies qui sont apparues avec un changement un peu de paradigme. On ne cible plus les individus, on cible tout simplement les contextes de navigation. Et c'est un peu retour vers le futur, ça. Si tu veux, mais en fait, comme je disais, c'est retour vers le futur avec un bond technologique important par rapport à ce qu'on appelait le media planning il y a 20 ans. Donc, le programmatique a apporté une granularité qu'on n'avait pas et une flexibilité qui est vraiment unique sur les médias. Et si je veux quelque part un peu résumer ce que mes petits camarades viennent de dire, on a sur la gauche, tu as bien fait de nous mettre dans ce sens-là, enfin sur ma gauche, les ID qui persistent, qui permettent de cibler un individu. Au milieu, Privacy Sandbox, quelque part, c'est le navigateur qui cible, mais qui va cibler de façon statistique, avec du bruit. Donc on n'est pas sur du ciblage d'un individu, les données vont être réagrégées, on n'est pas capable de retrouver un individu. Donc on est sur quelque chose qui est, comment dire, assez... un peu plus large. On va parler de la couverture d'ailleurs juste après. Et derrière, la troisième étape, c'est tout ce qui est ciblage contextuel. Quand on n'a pas du tout d'accès, ou on ne souhaite pas avoir, parce que des annonceurs ne souhaitent pas avoir accès à la donnée utilisateur, pour des questions RSE par exemple, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il reste le contexte. Et le contexte, une des sources d'information du contexte, c'est l'URL, la page. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas encore complètement utilisés, comme le jour, l'heure, etc., ou les navigateurs. Il y a certaines informations qui vont rester, qui permettent de faire des choses intéressantes. Et le contexte, à partir des informations qu'on a quand on n'a pas d'infos de data utilisateur, on va pouvoir séparer ça en deux grandes catégories. Une catégorie qui va regarder de quoi parle le contexte, donc la page dans laquelle la pub s'affiche. Et ça, c'est ce qui s'est développé le premier dans le contextuel, c'est tout ce qui est analyse sémantique, qui va regarder quel est l'environnement sémantique de l'affichage d'une publicité pour savoir ce qui peut être pertinent pour une campagne de telle catégorie de produits et trouver les pages qui correspondent. L'autre façon d'utiliser le contextuel, c'est d'aller regarder qui est derrière la page, qui est dans laquelle la pub va s'afficher. Et donc là, c'est des techniques comme l'utilisation de panels pour savoir quelle est l'audience d'une URL particulière ou d'un groupe d'URL, et pouvoir faire des statistiques pour dire je vais maximiser l'audience, je vais maximiser la probabilité de toucher une cible donnée en achetant telle ou telle URL. Donc ça, c'est les deux grandes catégories du contexte, et c'est ce qui permet en fait d'avoir la couverture la plus large, parce qu'on n'a pas besoin ni d'ID, ni de data, ni de consentement, parce que en fait les données sont juste au niveau du contexte et pas de l'individu. On va reparler couverture dans un instant. Avant ça, Augustin, un mot sur cette multiplication des technologies. Il faut être agnostique. On voit l'utilité finalement du guide, on voit que c'est très riche, mais que c'est aussi très complexe. On passe d'un cookie tiers qui était finalement assez simple, comme disait Julien. Oui, un standard. Un standard, finalement, que chacun pouvait maîtriser, utiliser avec des défauts, etc. Mais
à des solutions qui répondent à chaque fois à des problématiques bien spécifiques. D'où la nécessité d'avoir un peu de recul, un peu de hauteur, d'avoir ce guide. Alors je ne dis pas que c'est une fin en soi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un seul groupe comme ça en Europe qui travaille avec autant de profondeur, autant de hauteur. Le guide, quand je dis que c'est une référence, c'est vraiment une référence. S'il était en anglais, je pense qu'on serait à 50 000 téléchargements. Quand on voit ce qui est fait à l'IAB Europe, à l'IAB en Angleterre, même aux États-Unis, on est bien plus en avance. Donc c'est très complexe. On va en parler à Nicolas, parce qu'il a aussi un pied à l'IAB Europe, je crois. Nicolas, oui. Je me disais Laurent, Nicolas, je me disais pourquoi tu l'appelles Nicolas? Oui, tout à fait. Donc voilà, complexe, il faut passer un peu de temps, il faut bien définir des stratégies. Voilà, complexe et riche. Multiplication des technologies. Un mot que Laurent a commencé à évoquer avec la question de la couverture. Arnaud, quand on parle d'ID individuel, évidemment, c'est lié à la question du consentement. Et sans consentement, c'est compliqué aujourd'hui de faire ce ciblage au niveau de l'individu. Oui, clairement. Alors après, ça change pas grand-chose par rapport au cookie tiers, puisque c'était aussi le cas. Pour le cookie tiers, il fallait un consentement. Pour l'ID unique, pendant une dizaine d'années, c'était assez souple. C'était plus souple. Mais depuis 2018, c'est plus le cas. Et avant même que Google annonce la fin des cookies tiers, c'était déjà plus le cas. La récréation était terminée. Avec le RGPD, donc on va fêter les 5 ans dans quelques semaines. On va fêter les 5 ans, exactement. Donc effectivement, avec les ID, aujourd'hui, il y a la nécessité d'avoir un consentement. Ça n'a pas changé parce que c'est de la donnée personnelle, il y a un utilisateur, etc. Donc ça n'a pas changé. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, selon les typologies d'ID et les familles d'ID, le reach n'est pas forcément le même, au détriment d'une précision plus ou moins forte. Mais en fait, au-delà de ça, la question, c'est plutôt l'interopérabilité entre ces différentes solutions et ce que disait Augustin, cette capacité à utiliser plusieurs solutions de manière simple et à moindre surcoût. On parle même plus de coût, on parle de surcoût. Et ça va être le véritable enjeu en fait de notre industrie. Si on devait donner quelques chiffres aujourd'hui, quel pourcentage de l'inventaire est adressable au niveau individuel? Parce que les taux d'opt-in, ils sont un peu en dessous de 50%, je crois, sur les consentements aujourd'hui. Alors, pas sur le consentement, les 50% dont parlait Julien, c'est si on combine la partie baisse du taux de consentement, donc des utilisateurs, et les environnements sur lesquels on n'a aujourd'hui pas de cookies tiers, comme Safari et Firefox. Là, on atteint à peu près les 50%. Sur la partie consentement, ça dépend un petit peu des typologies de sites, si c'est du média, si c'est de l'annonceur. On va être entre 60 et 80% de taux de consentement. Mais la complexité, c'est effectivement les environnements où il n'y a pas aujourd'hui de cookies tiers. Un mot également, Julien, sur la notion de cohorte qui est aussi introduite par la Privacy Sandbox de Google. C'est une notion relativement nouvelle aujourd'hui en publicité. On est dans un groupe d'individus qui partagent des mêmes attributs, mais on n'est plus au niveau de l'individu. Exactement, c'est un des principes de la Privacy Sandbox, c'est d'arrêter le ciblage au niveau individu cross-domaine et donc de passer sur un niveau cohorte, un niveau groupe d'individus. Alors le premier point important, et on en parlait un petit peu avant cette table ronde, mais c'est que il y a eu, je pense, une mauvaise interprétation à l'époque où ça a été annoncé du marché, qui était de se dire tiens, si on passe sur un niveau cohorte, groupe, on va du coup se sortir justement de ces problématiques RGPD, e-privacy qui sur le consentement, sur le consentement qui viennent d'arriver. Donc ça, c'est un premier point qui n'est pas vrai. Parce qu'il faut le consentement également pour adresser une cohorte. Exactement, il faut le consentement. C'est-à-dire que la solution de la Privacy Sandbox avec laquelle que Google est en train de mettre en place, cette solution dans tous les cas, elle va nécessiter, puisque c'est dans le navigateur, donc elle va nécessiter ce qu'on appelle du lecture-écriture au niveau du navigateur. Et ça, c'est e-privacy, donc consentement. Il y a encore des traitements de données personnelles, même si effectivement ils sont peut-être moins évident que ce qu'on avait avec le cookie tiers. Donc on est encore soumis au RGPD dans une certaine mesure. Donc le niveau cohorte, il est intéressant, il permet d'arriver à faire de nouvelles choses, d'autres choses, mais il ne faut pas penser que c'est non plus une solution un peu magique à toutes ces problématiques légales qui sont arrivées depuis quelques années. En tout cas, ça ne règle pas la question de la couverture. Est-ce qu'on maintient le même niveau de performance ? Alors, sur les questions de performance par rapport à la Privacy Sandbox, pour l'instant, c'est aujourd'hui assez difficile de se prononcer, puisqu'on est encore, contrairement aux autres solutions, telles que les identifiants, telles que les solutions contextuelles dont ont pu parler mes camarades, la Privacy Sandbox, elle est encore en construction. Donc, il y a des phases de test qui ont commencé depuis un moment maintenant. Ça fait 1 an qu'il y a un
grand test qui a été lancé par Google sur les 3 principales propositions que sont Topic, Fledge et Ara, dont je parlais tout à l'heure. Mais les tests n'ont pas énormément avancé. Donc on pourra peut-être y revenir un petit peu après. Il y a quelques tests qui ont pu être faits. On a Criteo notamment qui avait publié sur la partie Topics, donc les centres d'intérêt, un article assez poussé sur justement la pertinence de la solution et qui en fait arrivait à la conclusion qu'en l'état aujourd'hui, la solution de Topics qui classe les centres d'intérêt des utilisateurs uniquement sur la base du domaine, donc même pas le sous-domaine, même pas l'URL ou le contenu de la page. Le fait de baser uniquement sur le domaine, on arrive en fait à des centres d'intérêt qui sont assez lambda et peu attractifs pour les centres d'intérêt recherchés par les annonceurs. Donc d'un point de vue performance, Donc il y a des interrogations sur la capacité à conserver le même niveau de performance en abandonnant le ciblage individuel. Exactement. Alors Laurent, sur la question de la couverture, tu as commencé à l'expliquer. Quand on adopte une approche par contexte, on peut aussi du coup être consentless. On peut adresser l'ensemble des inventaires. Tout à fait. En fait, quelque part, le ciblage contextuel est un ciblage qui va renseigner sur l'environnement dans lequel la publicité s'exécute ou s'affiche, et pas sur l'individu qui est derrière. Et donc, on est à la limite quelque part du domaine des études, parce que c'est de l'information, mais c'est de l'information qui est rendue activable par l'intégration dans les plateformes programmatiques. Donc ce qui veut dire qu'en fait on n'a pas besoin de cookies, on n'a pas besoin de consentement, et donc ça permet d'avoir un discours qui dit à un annonceur, je te promets que tu peux potentiellement, ça reste potentiel, toucher 100% d'une cible qui t'intéresse, et non pas si tu fais aujourd'hui du cookie, la cible très intéressante par exemple des possesseurs d'iPhone, elle n'est pas accessible avec du ciblage cookie, etc. Donc c'est un problème pour les annonceurs directement de se dire que si aujourd'hui, comme le disait Julien, il y a 50% des contacts publicitaires qui n'ont pas de data associée, ça veut dire qu'il y a 50% d'une population qu'on cherche à toucher, qu'on ne peut pas toucher si on utilise des solutions basées sur des ID. Donc c'est une vraie question pour les annonceurs, parce que toucher 100% de sa cible, avoir une couverture sur cible supérieure à 50%, c'est souvent vital. Voilà, et donc il y a des inventaires à aller réinvestir en changeant un petit peu de paradigme, et le contextuel y contribue. Complètement. Augustin, la couverture sur cible, c'est un vieux sujet dans le monde des agences et des annonceurs, c'est un sujet important. On se le posait peut-être pas il y a quelques années, maintenant ça redevient un vrai sujet avec tous ces changements technologiques et juridiques. Non, ça a toujours été un élément important. Après, est-ce qu'il y a un point commun qu'on voit au travers de tout le monde, c'est effectivement le cadre juridique. Et on l'a mis, nous, au départ, on avait une task force qui était dédiée justement au cadre juridique, parce qu'on a vu, à chaque fois qu'il y a une rupture, on voit des personnes et des innovations aller dans tous les sens. Et effectivement, comme l'a dit Julien, parfois même des acteurs majeurs oublient le cadre juridique et vont au-delà de ça. Donc le cadre juridique est très important, et c'est effectivement ce qui a limité la couverture sur cible. Donc c'est l'intérêt de pouvoir multiplier les différentes sources de ciblage, parce qu'on va pouvoir augmenter cette couverture sur cible. La difficulté, c'est de pouvoir agréger toutes ces données et d'avoir une mesure commune. Et c'est là l'enjeu, et c'est maintenant, on arrive dans cette période-là. L'Alliance digitale a un rôle majeur à jouer. Les groupes de travail, notamment mesure et adressabilité, vont avoir beaucoup de pain sur la planche, parce qu'il faut pouvoir agréger toutes ces données pour effectivement avoir une couverture sur cible suffisante par rapport à la demande des annonceurs. Oui, ça c'est un vrai défi. Il n'y a pas une solution qui répond à l'ensemble de la problématique. Et en tout cas, la volonté, c'est de proposer ces différents niveaux pour essayer de couvrir toutes les problématiques des annonceurs. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Il y aura peut-être certaines solutions qui vont pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques, quoique il faut qu'on voit avec les solutions de Google, mais on n'aura pas le choix. Julien l'évoquait, les technologies proposées par Google ne sont pas encore arrivées à maturité, et on pourrait presque parler de paradoxe. Arnaud, aujourd'hui, est-ce qu'il faut attendre la Privacy Sandbox, ou est-ce que les technologies alternatives sont, elles, déjà arrivées à maturité ?
Alors, c'est un paradoxe, oui et non, parce que finalement, on est dans une industrie où il y a toujours eu beaucoup d'innovation, beaucoup de nouvelles solutions. Ces dernières années, le nombre de sociétés dans la tech a explosé, que ce soit des petites startups, des grosses tech. Donc, c'est pas tellement une surprise que l'industrie ait pu se mettre en ordre de marche pour développer des solutions qui permettent de pallier à la fin des cookies tiers. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de solutions, pas encore toutes, mais qui sont arrivées à maturité et qui permettent aujourd'hui de faire du ciblage sans cookie tiers de manière aussi performante que quand on avait le cookie, tout en préservant d'ailleurs l'open web. Donc de ce point de vue-là, clairement, l'industrie a su se mettre en ordre de marche et aller plus vite que Google qui... Là, pour le coup, il y a un paradoxe, avait peut-être mal anticipé la complexité et les enjeux de mettre fin aux cookies tiers et a complètement explosé les deadlines qu'il avait fixés au départ. Julien, on le disait, les API de Google sont plutôt en retard. Je ne sais pas s'il est question que Firefox ou Safari les adoptent. En tout cas, il y a des alternatives aujourd'hui dans tous les domaines. Alors, il y a des alternatives dont on a pu parler, et même au sein de la Price Sandbox qui cherche à amener des solutions basées sur le navigateur. Il y a d'autres groupes de travail qui se sont créés au niveau du W3C, donc qui régit les standards du web. Donc le PAT-CG, Private Advertising Technology Community Group, qui vient rassembler justement, alors je vais pas envie de dire un public plus large parce que déjà beaucoup de monde participait. Le Price Sandbox, c'est un projet ouvert mené par Google, mais sur lequel l'industrie participait. Mais au sein du PAT-CG, on a eu d'autres acteurs. Par exemple, on est ici dans les locaux de Meta. Meta est arrivé avec leur propre proposition conjointement avec Firefox, IPA, sur la partie attribution, mesure. On a même Safari, qui est le pionnier de la disparition des cookies tiers, qui a créé sa propre solution d'attribution, alors qui est plus ou moins utilisable au niveau de notre industrie, mais en tout cas, il y avait une volonté de faire quelque chose, d'amener des solutions sur cette partie-là. Donc on voit qu'effectivement, c'est assez complexe comme type de solution, les solutions navigateurs, non seulement parce que d'un point de vue innovation, c'est quelque chose qui, pour le coup, est vraiment complètement nouveau, il faut réinventer tout ça. Parce qu'il n'y a pas un seul navigateur, il y en a plusieurs, donc il faut travailler avec l'ensemble des différents acteurs et arriver à trouver des accords, des consensus entre ces différents acteurs, et aussi parce qu'il y a un cadre légal autour de tout ça. On le sait, mais depuis que Google a fait l'annonce des cookies tiers, ils ont été encore plus surveillés par les régulateurs et ils ont notamment pris des engagements auprès de la CMA. Voilà, et on rappelle qu'il y a même un procès pour abus de position dominante qui s'est ouvert aux États-Unis, donc c'est des sujets compliqués aujourd'hui. Ce qui fait Google. que c'est aussi pour ça, je pense, ça peut expliquer les retards dans les solutions, mais qui, pour moi, ne sont pas à négliger, puisque je pense peuvent vraiment apporter des choses supplémentaires, complémentaires des autres solutions qui existent aujourd'hui. Laurent, dans la pub contextuelle, est-ce que Topix a une chance de s'imposer ou ce sera forcément des solutions alternatives? Alors, la grosse difficulté en fait pour Google, c'est de trouver le bon équilibre entre j'apporte une solution qui est pertinente pour le marché, qui permet de faire des choses suffisamment fines, suffisamment efficaces, et en même temps je respecte la vie privée. Et j'ai l'impression, pour avoir assisté à quelques réunions avec Google, que cette difficulté-là n'est pas complètement tranchée, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment on a le sentiment qu'ils ont un peu peur d'être pris la main dans le sac à suivre, à faire du tracking des gens, ce que les gens les équipes de Chrome veulent vraiment éviter. Et donc la contrepartie, c'est d'avoir de l'information. Quand Julien disait au niveau domaine, classifier les domaines et s'arrêter au domaine, même pas l'URL, c'est de l'information qui est assez aujourd'hui, qui respecte très bien la vie privée, mais qui est peu intéressante, alors que le ciblage contextuel, lui, permet de regarder le contenu d'une page ou l'individu qui est derrière la page, mais d'un point de vue statistique, et donc quelque part est beaucoup plus riche que la version de Topic aujourd'hui telle qu'elle est, et cette ambiguïté entre l'intérêt et le respect de la vie privée est assez dur à gérer du point de vue des API de Google. Augustin, on peut parler de paradoxe sur ce marché aujourd'hui? Un paradoxe, mais j'aimerais aussi dire que Google nous a laissé du temps, contrairement aux autres navigateurs où c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Je me souviens, je crois que c'était Firefox, c'était pendant Demesco 2019, pof, c'est arrivé. Google a prévenu et Google a prévenu l'ensemble du marché en disant voilà, début 2022, on arrête le cookie tiers. Vous avez 2 ans pour vous préparer. Finalement, pour des raisons X, Y, on n'a pas eu 2 ans, pour l'instant on est à 3 ans.
Et c'est probablement ce qui nous a permis de mieux nous préparer, d'être prêts. On aura probablement une année supplémentaire. Mais de toute façon, la solution que Google va mettre en place sera une solution qui sera adoptée par l'ensemble du marché. Google, c'est 60-70% du marché selon les pays dans lesquels on se trouve. Donc de toute façon, on va tous travailler avec cette solution. Il n'y a pas le choix. On peut quand même se poser la question, est-ce que cette sandbox, c'est pas un peu une boîte de Pandore que Google a ouvert et qui ouvre la porte à beaucoup de solutions alternatives? Je vais vous demander à tous les quatre un petit mot de conclusion. Arnaud, ça serait quoi votre vision des prochaines années pour le marché de la publicité digitale? Alors, les prochaines années, clairement, c'est cette capacité pour les annonceurs à choisir différentes solutions pour répondre à des objectifs de précision, de privacy et de performance pour les campagnes. Aujourd'hui, là, on l'a vu, il y a de nombreuses solutions, il y a une palette de solutions, même comme le disait Augustin. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, et on l'a répété, on le répète encore, notamment pour les annonceurs, c'est qu'on est déjà dans de la fin des cookies tiers. On a déjà un pied dedans et c'est intéressant parce que on avait l'impression qu'on avait un petit peu délaissé finalement ces quelques 40-50% d'utilisateurs qu'on pouvait plus adresser et on le redécouvre quelque part qu'on peut aujourd'hui adresser des nouveaux prospects et clients et avoir un beau terrain de jeu. Donc je pense qu'il y a un bel avenir pour la publicité digitale et le ciblage parce qu'il y a toutes ces solutions aujourd'hui qui existent et qui permettent de faire des belles choses et d'avoir de belles performances. Et un avenir évidemment qui passe par Sir Data. Évidemment. Julien, également un mot de conclusion. Oui, moi je pense que le futur de la publicité, ça va être vraiment, justement, on était passé de cette solution unique qui était le cookie à, je crois que c'était Augustin qui parlait d'une palette de solutions en introduction. Je trouve que le mot est bien trouvé. En fait, les différentes solutions dont on a parlé aujourd'hui, elles ont chacune des avantages, des inconvénients. Je pense que prises séparément, il n'y en a aucune qui permet de faire tout ce que faisait le cookie tiers. Par contre, prises ensemble, elles permettent d'aller même au-delà de ce que faisait le cookie tiers. Donc que ce soit les solutions d'identifiants qui vont permettre de résoudre des challenges qu'on n'avait jamais réussi vraiment à faire avec le cookie, comme le cross-device par exemple, que ce soit les solutions contextuelles qui vont permettre, elles, d'avoir un reach extrêmement important, d'aller retrouver des audiences qu'on avait perdues maintenant depuis plusieurs années, les 50% d'utilisateurs sans cookies, sans consentement, et les solutions navigateurs vont venir également rapporter par-dessus ça. Donc c'est un mal pour un bien, et dans ce monde d'après, évidemment, Microsoft et Xandr sont évidemment incontournables. Évidemment. Je pense qu'en plus, on a nous, cette particularité d'être également un navigateur, donc d'avoir un pied des deux côtés, ce qui n'est pas négligeable. Oui, on rappelle les solutions Edge ou tout un tas d'autres produits chez Microsoft. Merci. Laurent, également un mot de conclusion. Le futur de la publicité, il va passer notamment par le ciblage contextuel. Oui, moi, ma vision, c'est que en fait, les datas vont pas disparaître. Ce serait dommage qu'elles disparaissent. Elles doivent changer de mode de fonctionnement, c'est ce qui est en train de se passer, mais elles vont pas disparaître. Simplement, elles vont être limitées à un périmètre plus restreint, mais on va pouvoir utiliser ces datas pour aller nourrir des systèmes qui vont les généraliser. Si on a des ID universels qui couvrent 10-20% de la population, on va devoir traiter les 80-90% qui restent, et ça va se passer par des méthodes de généralisation, d'extrapolation. Donc en fait, c'est le retour des statistiques dans le monde de la pub. Les mathmen. En plus, les Mad Men. Les Mad Men, exactement. Et je trouve que c'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça apporte des méthodes où on va reparler d'individus et pas d'ID, etc. Donc on remet un peu aussi du marketing, du markman dans ce cas-là, dans l'équation. Donc c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. On va arriver à une publicité qui ne va pas perdre en performance et qui pourra, au contraire, comme le disait Julien, aller plus loin sur certains côtés, sur la couverture, sur des précisions de ciblage. Et parmi les solutions, il y aura implicite, évidemment. Et implicite, nous, notre volonté, c'est vraiment de participer à la réinvention de tout cet écosystème publicitaire, du ciblage, la mesure. Et donc, il y a plein de choses à réinventer. C'est super excitant. Super. Augustin, le mot de la fin, on peut être optimiste ? Évidemment qu'on peut être optimiste. On passe d'un univers, en fait, c'est comme si on avait une seule langue, un seul langage, mais avec 10 mots de vocabulaire, à une multitude de langues différentes avec beaucoup plus de profondeur. Donc la difficulté, c'est qu'il faut les faire interagir, donc il va falloir apprendre les langues des autres pour essayer de convertir, de traduire un peu ce que font les autres pour avoir un niveau de mesure équivalent, mais ça va être tellement plus riche. En fait, le cookie tiers, c'était nul.
On peut le dire entre nous. Il y avait des solutions qui existaient. On n'avait pas réussi à les faire émerger. Ce qu'a réussi à faire Google avec cette annonce, enfin Google et les autres navigateurs, c'est de faire sortir du guet toutes ces solutions qui existaient, dont on parlait, mais parce qu'on était trop feignants. C'était trop facile d'utiliser le cookie tiers. Donc oui, un futur incroyable. Et après 25 ans de domination, effectivement, le cookie tiers ouvre une nouvelle page pour la publicité digitale. Une page évidemment que l'Alliance digitale contribuera à écrire. Bien sûr. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Merci.